à toutes et à tous. Eh bien, cet après-midi, je vais vous parler de sexualité. Déjà, je trouve ça extrêmement intéressant qu'on m'ait proposé de le faire. Voilà maintenant une vingtaine d'années que je travaille sur ces sujets au niveau de l'université. Et quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, on m'a dit d'abord dans un premier temps que ça n'existait pas, qu'il y avait une sorte de date de péremption que personne n'arrivait à délimiter d'ailleurs, mais qui faisait que la sexualité n'existait plus après un certain âge, ce qui est complètement faux, totalement faux. Moi qui, dans ma pratique professionnelle, donc en tant que médecin, ai vu jusqu'à présent, je viens de fermer mon cabinet, et vu des gens qui venaient pour des problèmes de sexualité. J'ai eu à prescrire par exemple du Viagra à quelqu'un qui avait 96 ans, et on pourra en reparler sans aucun problème, pour lui et pour sa santé, ce qui voulait dire que là aussi il était dans une dynamique où ça restait important pour lui jusqu'à la fin de son existence. Donc là aussi, deux éléments qui me paraissent importants avant de commencer, c'est qu'on fait un peu un amalgame des seniors. Il y a plusieurs tranches d'âge, hein. Quelqu'un qui a 65 ans, c'est une autre génération que quelqu'un qui a 85 ans. Donc il faut penser les choses en fonction d'une génération. Et pourquoi il faut les penser en fonction d'une génération? Parce qu'il y a deux paramètres importants. Un paramètre d'abord d'évolution du corps, et ça va être un des axes de ce que je vais partager avec vous. Et puis des paramètres d'éducation, quelqu'un qui a grandi et qui avait 20 ans dans juste l'après-guerre et quelqu'un qui a eu 20 ans en 1968, vous imaginez que les choses étaient extrêmement différentes dans la manière dont il a pu s'approprier son corps et qu'il a pu s'approprier sa sexualité. Donc, pour commencer, un élément qui est un élément de base, mais essentiel, c'est de penser quand même qu'on est senior plus d'un tiers de son existence actuellement, en considérant qu'on est senior à partir du moment où la sexualité, pas la sexualité, c'est un beau lapsus, où la société nous dit qu'on est senior, c'est-à-dire le moment en particulier de la retraite. Et pour certains, même, ils situent ça autour de la soixantaine, donc même avant l'âge de la retraite. Deuxième élément, c'est que les tranches d'âge qui arrivent maintenant à l'état de senior sont des tranches d'âge extrêmement importantes en nombre, c'est l'époque des baby-boomers. Et ces baby-boomers sont en train, et c'est une bonne chose, de modifier le regard de la société et de modifier le regard sur la vieillesse, sur cette tranche de la vie, en tout cas qu'on appelle la vieillesse, et qui fait que ceux qui étaient considérés avant comme des petits vieux, avec des petits plaisirs, eh bien maintenant ça peut être des adultes encore désirants, encore dans une dynamique du vivant. Et avec ce paramètre aussi qui est un paramètre important, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup plus de séparations de gens de plus de 60 ans, donc de gens qui de nouveau se retrouvent seuls après avoir eu une vie de couple de X années et qui, passez-moi l'expression, se retrouvent sur le marché et vont recréer des relations amoureuses. Alors pour commencer, quelques mots sur la dynamique du vieillir, et en particulier par rapport à ce qui va nous intéresser. Donc vieillir, il y a deux éléments extrêmement importants. Le premier élément du vieillir, c'est que c'est la rencontre avec son corps. Plus on va vieillir, plus on va avoir un corps qui va être présent. On va avoir un corps qui va être présent par le fait qu'il va se manifester le matin quand on se lève. Je mets « on » puisque la société m'a dit que je faisais partie maintenant des retraités, donc je me mets dans le lot. Quand on se lève le matin, eh bien, le corps peut faire mal, le corps peut être un peu coincé. Et moi, j'ai même eu un jour un patient qui me disait « Vous savez, docteur, le matin, quand je me lève et que j'ai mal quelque part, je sais que je suis vivant. » Donc il y a cette rencontre avec ce corps, et qui est un corps souvent qui dit un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément des choses que l'on va lire d'une manière positive. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, ce corps? Ce corps, donc, il s'impose par sa présence. Quand on est plus jeune, on est un peu dans ce qu'on appelle le silence des organes, c'est-à-dire d'un corps qui ne se manifeste pas, d'un corps que l'on va peut-être expérimenter en faisant du sport, en ayant une activité sexuelle, mais sur lequel on n'a pas de relation au quotidien, si je puis dire, alors qu'à un certain âge, le corps il va être là, au présent, au quotidien. Et donc il va
s'imposer dans une présence avec différents éléments. D'abord par des évolutions, parce qu'ils changent, et ça c'est un élément essentiel, et ça va poser la question des évolutions du corps, et ça va poser la question de comment certaines personnes ne vont pas pouvoir s'approprier l'évolution de ce corps. Et en matière de sexualité, je vais en reparler, vous allez voir, c'est quand même une dimension extrêmement importante, où des gens restent dans la représentation de leur corps comme il était il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et n'ont pas actualisé leur corps alors que les sensations sont différentes, alors que les capacités sont différentes. On a tendance à penser que c'est quelque chose qui est une forme d'involution. Non, c'est une forme d'évolution. Reste à savoir comment on va développer soi-même un certain nombre de choses pour accompagner ces évolutions. Deuxièmement, il y a des transformations. Eh bien, le corps, bien sûr, se transforme. On n'a pas le même physique à tout point de vue que l'on a quand on a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Et comment, là aussi, ces transformations vont nous impacter dans l'image que l'on a de soi. Et l'image que l'on a de soi est un élément essentiel dans la manière dont on va oser rentrer en relation avec les autres, donc dans la manière dont on va avoir une sexualité. L'accompagnement, là aussi, de ces transformations est un élément essentiel. Troisième élément, ce sont les cicatrices de l'existence. Donc les cicatrices de l'existence, ça peut être des cicatrices psychologiques, bien sûr, par rapport à des événements de vie qui ont fait qu'on a pu être blessé, qu'on a pu être fortement atteint par un certain nombre de choses. Et puis ça peut être les cicatrices physiques. Cicatrices physiques, chez les hommes, ça va poser la question des opérations de la prostate et des conséquences des opérations de la prostate, et pour un certain nombre des difficultés, par exemple, à reprendre une érection après une opération de la prostate, en sachant qu'il y a des manières de pouvoir accompagner ça, que les opérations ont beaucoup changé et que les traitements que l'on peut proposer actuellement sont beaucoup plus efficients qu'ils n'étaient avant. Ça peut être aussi du côté des femmes, le fait d'avoir eu une ablation au niveau des organes génitaux, de tout ce qui est cette sphère-là, qui fait que même si au niveau de la fonctionnalité vaginale, ça ne change pas grand-chose, le vécu que l'on peut avoir après des opérations, après des cancers, fait qu'il va peut-être être difficile de réinvestir un corps. Et vous imaginez bien que c'est d'autant plus difficile, par exemple, lorsqu'il y a eu une ablation après un cancer du sein, où il va falloir se réapproprier un corps. Maintenant, les prothèses ont beaucoup évolué d'une manière extraordinaire, mais en tout cas, le corps qui va être présent ne sera plus le même que celui qui était passé. Donc, il va falloir faire avec ces cicatrices qui vont être présentes. Donc, il peut y avoir des souffrances. Ces souffrances, ça englobe un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Et puis, bien sûr, des défaillances. Un corps, quand il vieillit, il n'est pas aussi fiable qu'un corps jeune. Un corps, quand il vieillit, ne serait-ce que si on a un accident, si on fait du ski, on a plus tendance à se casser et les réparations sont d'autant plus difficiles qu'avant. Et chez les hommes, la problématique qui est le plus souvent une inquiétude et qui peut être présente, ça va être par exemple d'avoir une érection soit qui ne fonctionne pas, soit qui commence et s'arrête, en tout cas qui va poser la question de est-ce que mon corps est encore fiable et est-ce que j'ose aller rencontrer quelqu'un avec ce corps qui est celui que j'ai actuellement. Donc dans tout ça, ça va poser la question d'une manière importante de quelle place il va y avoir pour le désir. Comment je vais être un individu désirant alors que j'ai toutes ces interrogations que je viens évoquer, tous ces filtres que je viens d'évoquer qui vont peut-être m'empêcher d'oser rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ça va être ces craintes, ça va être ces interrogations de ce corps qui s'est transformé. Quand on interviewe des seniors autour de leur sexualité, c'est vraiment cette question de la transformation du corps qui vient au premier plan. Et j'insiste, et je vais y revenir plusieurs fois, avec ces deux dimensions. C'est j'ai un corps qui ne fonctionne pas pareil, et j'ai un corps qui n'est plus regardé pareil. Parce que ce qui nous fait le plus vieillir, ce n'est pas forcément ce que l'on ressent de son vieillissement, mais c'est la manière dont les autres nous renvoient un certain nombre d'images de notre vieillissement en nous disant là maintenant tu es dans une autre catégorie d'âge. Je vais vous donner un exemple assez récent.
d'une de mes collègues de l'université qui avait mon bureau en face à l'université. Donc je suis à l'université à Lyon, à Lyon 2, à la fac de psycho. Et cette collègue arrive un matin complètement furieuse en me disant « mais tu ne te rends pas compte ce que m'a fait un étudiant ce matin ?» Je dis « elle prenait le tram, pardon. Elle était dans le tram. » Je dis « bah non, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Il t'a agressé, il t'a dit des choses désagréables. » Non, il s'est levé et il m'a dit « madame, veuillez vous asseoir. » Et là, elle me disait, là d'un seul coup, je me suis rendu compte du regard de l'autre et de la manière dont il me voyait comme une vieille dame qui avait besoin de s'asseoir. Donc toute cette question de en quoi la société dans laquelle on est nous renvoie une image qui est une image de quelqu'un qui est peut-être dépassé, quelqu'un qui doit s'occuper de ses petits-enfants plutôt que de compter fleurettes ou d'avoir une sexualité. Et cette empreinte de la société est extrêmement importante. C'est essentiel parce qu'on se rend compte, quand on travaille sur ce sujet-là, qu'il y a une grosse forme d'autocensure de ces générations, en particulier les plus vieilles générations. C'est moins présent pour les plus jeunes générations de seniors qui vont s'empêcher d'avoir une sexualité à cause de ce qu'ils pensent que les autres vont penser, et en particulier, je vais le redire, par rapport aux enfants. Donc un corps qui ne régit pas de la même manière, et ça aussi c'est essentiel. Nous, dans nos consultations, on voit en particulier un certain nombre d'hommes qui, comme ils n'ont pas l'érection qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans, se mettent dans une position de se dire je ne fonctionne pas. Je vais utiliser mon bras comme étant un sexe masculin. Et le corps de l'homme, il est là, ok ? Donc, à 20 ans, l'angle d'érection normal d'un homme, on a un angle d'érection qui est comme ça. Okay ? Donc ça, c'est physiologique, c'est normal. À 50 ans, d'une manière physiologique, l'angle d'érection, il est comme cela. C'est normal, c'est physiologique. À 70 ans, l'angle d'érection, il est comme ça. Comme ça, à 70 ans, c'est normal, c'est physiologique. Si en tant qu'homme, je suis resté dans des représentations de moi qui étaient des représentations d'un homme bandant avec un angle d'érection qui est comme ça, eh bien ce différentiel-là, je vais le voir comme de la pathologie. Et on va voir arriver un certain nombre d'hommes qui justement n'ont pas accompagné leur corps, ne se sont pas actualisés dans leur corps et qui vont rentrer dans des pathologies parce qu'ils ne sont plus comme avant. Alors que, bien sûr, la logique veut qu'ils ne soient plus comme avant. Ils courent moins vite qu'avant, il y a un certain nombre de paramètres qui ont évolué, mais c'est comme si la sexualité devait rester figée dans quelque chose et ne devait pas être évolutive, alors qu'elle est bien sûr évolutive. Deuxième élément, justement, par rapport à ces défaillances du corps, c'est que c'est un corps où les sensations sont différentes. Pour avoir la même sensation, plus on vieillit, plus il faut augmenter les sensations. Et si, je vous en redirai deux mots dans un couple, si un couple reste dans quelque chose où leurs habitudes sexuelles n'ont pas évolué depuis qu'ils avaient l'âge de 40 ou 50 ans et que maintenant ils en ont 70 voire 80, eh bien c'est sûr que va s'installer des éléments qui vont faire penser qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, alors que ça ne dysfonctionne pas. C'est simplement un dysfonctionnement de l'évolution et non pas un dysfonctionnement physiologique par rapport à leur sexualité. Donc ces défaillances, comme je vous le disais, les peurs, elles sont surtout du côté masculin, il faut le dire, et c'est la crainte de problèmes d'érection. Vous savez, dans la carrière d'un homme, il y a deux grands moments. Au début de la carrière sexuelle d'un homme, le début, c'est la peur de l'éjaculation, ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Les hommes sont envahis par les sensations, et en étant envahis par les sensations, ils n'arrivent pas à les contrôler et ils éjaculent très rapidement. Et puis, petit à petit, il va falloir justement qu'ils apprennent à garder des sensations, à entretenir des sensations, à augmenter leurs sensations. Et le risque en fin de carrière sexuelle, c'est la question de l'érection. Un, par rapport à ces questions de sensations. Deux, par rapport à la représentation de soi, en disant je suis un homme vieillissant, etc., je suis moins bandant. Et donc par rapport à l'image de soi, et j'insiste, on est à la fois un corps et on est un regard porté par les autres sur soi. Donc les femmes aussi, après la ménopause, ça peut être en particulier les problèmes de lubrification. On sait qu'en moyenne, 5 ans après la ménopause, des problèmes de lubrification s'installent.
Je dis bien en moyenne, parce que chez certaines femmes, ça peut survenir plus tôt, et que pour d'autres femmes, eh ben, les choses peuvent continuer sans qu'il y ait de problème de lubrification. 2 mots sur la ménopause, même si ce n'est pas notre sujet. Beaucoup de femmes ont des troubles du désir au moment de la ménopause. Pourquoi elles ont des troubles du désir? On sait maintenant que ce n'est pas physiologique à 90% des cas. Il y a une toute petite part physiologique, mais la part physiologique est microscopique en fait. Pourquoi? Parce que ce qui fait notre désir, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, c'est la présence de testostérone. Et la présence de testostérone, elle est identique chez les femmes quand elles vieillissent, avec une baisse qui est légère. Donc leur hormone du désir, elle reste présente. Par contre, on est dans une société où la vision d'une femme ménopausée est une vision qui est une vision plutôt négative, pour ne pas dire très négative. Donc l'impact sociétal va être extrêmement important. Il y a quelques années, moi par exemple, j'ai eu une étudiante d'origine africaine, gynécologue, qui me disait dans mon ethnie, la ménopause n'existe pas. Je lui disais, écoute, c'est un peu surprenant parce que la ménopause est un facteur physiologique. Elle me disait, oui, mais dans mon ethnie, quand une femme atteint l'âge de la ménopause, elle devient supérieure aux hommes. Donc les femmes ont tendance plutôt à attendre la ménopause comme étant quelque chose qui va être une nouvelle étape de leur existence et dans quelque chose où des hommes qui leur en ont fait baver pendant 10, 20, 30 ans, elles vont pouvoir se mettre dans une autre position. Donc elles sont toutes heureuses de se retrouver ménopausées et elle me disait, dans mon ethnie, la sexualité des femmes ménopausées est plutôt une sexualité florissante parce qu'en plus il n'y a plus le risque d'enfant, donc elles en profitent. Donc c'est pour ça que j'insiste, il y a tout cet impact sociétal qui est un impact important, et puis l'élément central, c'est la dimension relationnelle. Qu'est-ce qui se passe dans le regard du conjoint lorsque sa compagne vieillit? Est-ce qu'il la regarde encore comme quelqu'un de désirant, de désirable surtout, et comment il va l'activer dans sa sexualité? Et comment lui-même, dans cette période de son existence où il peut se sentir en difficulté, il va peut-être être moins présent et va faire porter la responsabilité des problèmes de désir sur sa compagne, alors que c'est lui qui emporte la responsabilité. Donc vous voyez, il faut toujours mettre les choses dans un corps, une relation et une société. Donc, dernier élément par rapport à ce côté de vieillir, comme je vous disais, c'est le regard des autres. Je viens de vous l'exprimer. Donc, c'est comment on va se lire dans le regard des autres, comment on va se sentir encore désirant ou désirable dans le regard des autres. Il y a quelqu'un qui a été une des grandes militantes du planning familial qui me disait un jour, tu sais, maintenant, quand je descends du train, il n'y a plus beaucoup de garçons qui vont porter ma valise et je me rends compte que je deviens complètement transparente dans le regard des hommes et elle parlait avec douleur de cette transparence qu'elle pouvait avoir dans le regard des hommes. Mais ce qui est bien, c'est que notre société fait évoluer les choses. Et un des éléments qui fait évoluer les choses sont les médias. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on commence à avoir des publicités avec des gens qui n'ont pas forcément 15, 16 ans, voire 20 ans pour les plus vieux ou pour les plus vieilles en particulier quand c'est au sujet de produits de beauté. Mais il y a un certain nombre d'émissions, Plus belle la vie par exemple, qui met en scène un couple âgé, des couples âgés, et qui montre aussi que ce couple-là n'est pas simplement un couple qui reste dans une fonctionnalité, comme je vous disais, grand-parentale ou autre, mais qui est un couple aussi où il y a du désir, où il y a du plaisir, où il y a de la séduction. Et ce troisième mot est un mot essentiel parce que la base de la sexualité, quels que soient les âges, mais plus les gens vont vieillir, ça va être la question de la séduction. Et avec un autre mot qui est un mot essentiel, c'est la question de la relation. Plus un couple va vieillir, plus les personnes vont vieillir dans un couple, et même dans les nouveaux couples de vieux, puisque je vous disais, il y a de plus en plus de jeunes couples de vieux, l'élément essentiel va être ce côté de la satisfaction conjugale, c'est-à-dire que si je me sens bien dans mon couple, je vais me sentir bien dans ma sexualité. La base du plaisir sexuel va être ce plaisir de la relation d'abord. Et c'est pour ça que
Moi, je l'ai développé il y a de nombreuses années et maintenant, mes collègues sont venus sur cette même ligne, c'est de dire que plus les gens vieillissent, plus la question de la relation sexuelle devient importante, en mettant au premier terme le terme de relation qui va faire le plaisir de la sexualité. Donc, d'abord se lire dans le regard d'un autre, et puis ça pose la question de l'état amoureux, parce que là aussi, on peut avoir une sexualité sans forcément être dans un état amoureux. Les choses peuvent être complètement dissociées. Et chez des couples plus jeunes, d'ailleurs, c'est parfois problématique quand il y a des questions du désir, en termes de désir, où des hommes ou des femmes nous disent « mais je suis très amoureux de mon compagnon ou de ma compagne, mais je ne le désire pas ». Donc les choses ne sont pas forcément en lien. Mais en tout cas, dans cette dynamique où la relation conjugale, où la dynamique de séduction est une dynamique importante quand on va vieillir dans la sexualité. Donc cette question de l'état amoureux est importante. Et quand on regarde les études qui ont été faites autour de ça, on se rend compte que plus les gens vieillissent, plus la question de lier l'état amoureux et la sexualité devient important. Les jeunes générations vont expérimenter leur corps dans des relations qui ne sont pas forcément amoureuses, avec le développement actuellement de ce qu'on appelle les sex friends, les amis de sexe. Et puis plus les gens vont vieillir, vont prendre de l'âge, plus ils vont être dans un besoin d'une relation à l'autre amoureuse pour construire une relation sexuelle. Par contre, ce qui est important aussi, c'est de voir comment dans notre société, le regard du côté masculin et du côté féminin peut être complètement différent. Il y a un acteur qui est qui est maintenant décédé, qui s'appelait Paul Newman, qui est décédé en 2008. Il est décédé à 83 ans et donc il avait comme compagne John Woodward. Ils ont toujours été en couple. Ça a été un de ces couples du cinéma qui a duré, je crois, une cinquantaine d'années, voire peut-être même plus. Et John Woodward disait, en parlant de son compagnon, « il embellit, je vieillis ». Parce que là aussi, notre société, il y a des visions complètement différentes entre les représentations d'un homme vieillissant et d'une femme vieillissante. Et avec l'idée des tempes, maintenant c'est même plus pour moi que des tempes, mais en tout cas des cheveux argentés qui peuvent donner de la séduction, ce qui est nettement moins présent pour une femme. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir comment émerge dans une génération, mais qui est une génération un peu plus jeune, mais cette génération plus jeune prépare la génération de l'avenir, de ces femmes qui ont les 40-50 ans, qui abandonnent le côté de se teindre les cheveux, dans quelque chose où elles disent, eh ben, voilà, je suis dans mon naturel et je vais construire ma représentation de moi et le regard des autres autour de ça. Mais en tout cas, encore actuellement, il y a un différentiel entre la vision d'un homme vieillissant qui peut garder en plus ses capacités à procréer, puisque dans l'absolu, un homme peut enfanter, pas enfanter, peut avoir des enfants, c'est les femmes qui enfantent, mais en tout cas peut avoir des enfants jusqu'à la fin de ses jours, alors que la réalité de la ménopause fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et nous, dans notre jargon, on parle aussi de ce qu'on appelle des couples à âge constant, de voir comment un certain nombre d'hommes vont se séparer de leur compagne, avec qui ils ont vécu 20, 30, 40, 50 ans, pour prendre une compagne plus jeune, et qui fait qu'en fait, plus ils vont vieillir, plus ils vont prendre des compagnes plus jeunes, et du coup, plus l'âge du couple va être le même. C'est pour ça qu'on parle de couple à âge constant. Là aussi, les représentations sociales sont en train d'évoluer et le côté péjoratif du terme de cougar, parce que c'est extrêmement péjoratif, on n'aurait jamais employé un terme par rapport aux hommes qui ont une compagne plus jeune. Là aussi, les choses sont en train de changer et c'est une bonne chose. Donc ne pas sentir désirable est une barrière importante chez les seniors. Donc un des éléments, c'est comment chacun va entretenir l'idée de sa désirabilité. C'est-à-dire comment il va accompagner son corps, comment il va prendre soin de lui,
comment il va être, justement, l'activité physique est un des éléments essentiels, la manière dont on se nourrit est un des éléments essentiels, et une des clés du bien vieillir, c'est la curiosité. Comment, eh bien, l'un ou l'autre va rester dans une curiosité aux choses, une curiosité aux gens, une curiosité au monde, qui fait qu'en gardant du lien social, parce que ça c'est un autre élément essentiel du bien vieillir, en gardant du bien social, eh bien, je vais garder cette image de moi qui va faire que je vais être aussi dans une forme de construction d'une désirabilité. Pour terminer sur le côté de vieillir, donc je vous dirais que bien vieillir, ce n'est surtout pas vouloir donner l'apparence que l'on reste jeune, parce que là, on est dans quelque chose où on est en décalage de plus en plus avec soi, et nous, on le voit en consultation. Et quand je dis nous, c'est les médecins et aussi les gériatres qui voient ces gens qui ont essayé de rester dans une construction d'eux-mêmes comme si l'âge ne les atteignait pas, et où à un moment, il y a quelque chose qui s'effondre. Alors que d'autres ont accompagné petit à petit ce vieillissement, ont fait attention à eux tout en vieillissant, et à ce moment-là continuent à bien vieillir. Donc bien vieillir, ce n'est pas vouloir donner l'apparence que l'on reste jeune, mais c'est accompagner son vieillissement justement dans une attention à soi. Soyons attentifs à nous-mêmes pour continuer justement à être dans cette dynamique relationnelle avec un ou une autre. Donc bien vieillir, c'est aussi rester dans le désir et dans la dynamique de la vie. Le désir, là aussi, il ne faut pas le résumer ou le réduire à la sexualité. Le désir, c'est tout ce qui va nous intéresser dans l'existence. Du côté psy, on a un terme qui est souvent galvaudé, ce qu'on appelle la libido. La libido, justement, ce n'est pas quelque chose qui est simplement par rapport au sexe, mais c'est vraiment par rapport à tout ce qui va sur lequel on va porter des intérêts, sur lequel on va développer un certain nombre de choses, sur lequel on va pouvoir fantasmer, mais là aussi pas fantasmer sexuellement, mais être dans l'anticipation du fait que l'on va aller faire un voyage, que l'on va aller faire une rando, que l'on va se faire un bon repas avec des bons amis, dans un contexte qu'on aime bien. Et tout ça, ça entretient le désir. Parce que si on résume le désir à l'idée que ça se cantonne à la sexualité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le désir, c'est l'ensemble de l'existence sur lequel on va continuer à avoir ces dynamiques de recherche d'un autre, de découverte de choses, de plaisir, et de plaisir, j'insiste, à partager un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que l'autre terme, c'est le côté de la dynamique de l'existence. Les gens qui sont en difficulté importante avec leur sexualité sont souvent des gens qui ne sont plus dans une dynamique. Ils sont dans quelque chose qui est une forme d'un temps arrêté, de quelque chose qui s'est stoppé net. La retraite est un moment complexe pour beaucoup de gens, en particulier chez les hommes. Pourquoi ? Parce que il y a toute une dimension justement de leur libido qui était liée à leur activité professionnelle, sur laquelle ils se valorisaient, sur laquelle ils construisaient une image sociale d'eux-mêmes. Et la perte de cette image sociale d'eux-mêmes fait qu'ils rentrent dans un état que l'on peut qualifier, là je ne parle pas en tant que psychiatre, hein, c'est un terme générique, mais que l'on peut qualifier de dépressif dans le sens où ils se déprécient, où ils ne sont plus dans quelque chose, où ils continuent à être dans une dynamique. Donc, il était important pour moi de situer cette dimension du vieillir, le corps, le regard des autres, la curiosité, cette place du désir dans l'ensemble de l'existence, pour se poser la question du sexe et de faire l'amour. La photo que vous pouvez voir là est un film, d'un film allemand, qui s'appelle Le 7e ciel, qui est un film qui doit maintenant avoir peut-être presque une dizaine d'années, je dirais, qui est un film extrêmement intéressant, en tout cas nous qui nous a intéressés quand on travaille sur ces sujets-là, parce que c'est la première fois qu'au cinéma, on a vu des actes sexuels, de comédiens bien sûr, mais des actes sexuels de gens âgés, puisque les deux comédiens, lui à l'époque du film avait plus de 80 ans, et elle atteignait les 80 ans. Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment la société pouvait commencer à montrer quelque chose qui n'était pas montrable avant, parce que c'était considéré comme pathologique, comme anormal, et passez-moi l'expression, comme dégueulasse, ce qui n'est pas le cas.
Donc ce film est extrêmement intéressant, d'abord par l'histoire qu'il véhicule, et puis par cette bascule de société qu'il a représentée pour nous. Juste un petit rappel, qui n'est pas un rappel, mais pour que je vous explique un peu des choses par la suite, sur ce qu'on appelle la réponse sexuelle. La réponse sexuelle, donc, ça a été déterminée dans les années, fin des années 50, début des années 60, par un couple nord-américain qui s'appelait, puisqu'ils sont décédés, Master and Johnson, qui étaient des chercheurs qui ont été les premiers à faire une recherche sur la physiologie de la sexualité, et avec des travaux qui sont toujours valables et avec des techniques de prise en charge que l'on utilise toujours. Donc ils ont déterminé plusieurs moments par rapport à l'acte sexuel. Premier moment, qui est le moment qui n'est pas sur les courbes, mais que je vous ai mis en haut dans la liste, qui est celui du désir. Donc le désir, c'est tout ce qui va anticiper ce qui va pouvoir se passer. Et là, il y a une dynamique qui est souvent une dynamique très différente entre les hommes et les femmes, où les femmes vont être dans une construction du désir qui va se passer sur la journée, par exemple, et va faire que la sexualité va arriver en fin de journée, alors que pour un certain nombre d'hommes, le désir va être plus dans une instantanéité, va se construire à un moment donné et être en lien avec le deuxième élément, qui est l'élément d'excitation. Le désir, c'est dans la tête. On désire dans la tête, et après l'excitation, ça va passer par le corps, ça va passer par des sensations au niveau du corps. Donc, dans la réponse sexuelle, premier temps, c'est le temps d'excitation. Temps d'excitation, ça va être l'importance des préliminaires, par exemple. Là, toutes les études le montrent, toutes, en tout cas dans le monde occidental, c'est-à-dire les Amériques du Nord et puis l'Europe du Nord. Cette question des préliminaires est essentielle dans le monde féminin, on va dire les choses comme ça, qui est un moyen justement de créer l'excitation. Et les préliminaires, ce n'est pas forcément quelque chose qui parle d'un contact physique. C'est justement toute cette approche, toute cette dynamique de séduction, toute cette mise en scène qui va pouvoir se faire, le fait qu'on va aller au resto, qu'on va passer un moment ensemble à papoter, ça participe déjà des préliminaires et des éléments de construction de l'excitation. Après, dans un deuxième temps, il y a l'excitation qui est une excitation physique, là réellement, avec là aussi des paramètres qui sont très différents entre le monde féminin, en tout cas entre la sensibilité féminine et la sensibilité masculine, sachant qu'on a tous en soi des dimensions masculines et féminines. Mais du côté féminin, par exemple, l'excitation est une excitation qui va aller de la périphérie vers les organes génitaux. Le nombre de femmes que j'ai vues en consultation qui me disaient « je ne supportais pas parce que la première chose qu'ils faisaient, c'est me sauter sur le sein ou sur le sexe ». Ça, c'était quelque chose qui était insupportable, alors que tout est sexualisé, que ce soit la peau, les oreilles, les cheveux, les pieds, peu importe. Donc les dynamiques excitatoires peuvent passer par l'ensemble du corps et puis aller petit à petit vers le côté génital. Chez les hommes, le côté génital est beaucoup plus présent. Et beaucoup d'hommes ont besoin de cette excitation qui soit plus centrée sur le côté génital pour pouvoir avoir une érection et même pouvoir avoir des sensations. Et un des éléments d'ailleurs qui va être un des éléments qui va être en difficulté plus on va vieillir, c'est que pour avoir le même niveau d'excitation, il va falloir sortir de cette exclusivité du génital pour être dans quelque chose où c'est l'ensemble du corps qui va être sensible. Et beaucoup d'hommes ne vont pas pouvoir faire ce passage-là, donc vont être en difficulté dans leur sexualité, ou alors ils vont passer dans une fantasmatique. Ils vont créer tout un univers qui fait que nous, on voit arriver en consultation des couples où la compagne dit hier c'était sur le frigo, maintenant il me demande que ça soit sur le lustre, là je suis dans mes limites. Donc il va falloir là aussi apprendre non pas à être que dans une fantasmatique. Je ne dis pas que la fantasmatique n'est pas une bonne chose, hein, ça fait partie de la construction de la sexualité, mais de ne pas éviter cette rencontre avec son corps que beaucoup d'hommes font, en particulier quand ils vieillissent. Donc il y a une première phase d'excitation qui existe donc chez les hommes et chez les femmes, et vous voyez, je les ai représentés un peu différemment du côté femme que homme, parce que le temps d'excitation est souvent beaucoup plus long
chez les femmes que chez les hommes. Et chez les hommes, un des problèmes qu'un certain nombre vont avoir, c'est qu'ils vont avoir cette phase d'excitation et ils ne vont pas avoir la phase que je ne l'ai pas marquée du côté féminin. Ah si, mais elle est en noir, j'ai oublié de la repasser sur une autre couleur, le petit p qu'on appelle le plateau. C'est-à-dire il y a une excitation, il y a une phase de plateau qui va durer plus ou moins longtemps, qui est ce moment où l'excitation est à son summum, et puis, paf, ça va passer en phase d'orgasme. Un certain nombre d'hommes, et c'est là le problème de l'éjaculation précoce, vont passer directement de l'excitation à l'orgasme. Ils ne vont pas avoir cette phase de plateau. Et là aussi, par rapport aux orgasmes, il y a des choses qui sont différentes du côté féminin et du côté masculin. Un orgasme, c'est une contraction des muscles du périnée. Le périnée, c'est la zone entre, chez les femmes, la vulve et l'anus, et chez les hommes, entre le scrotum et l'anus. C'est vraiment une contraction musculaire qui va donner, un orgasme. Donc là, les choses peuvent être différentes, comme je vous disais, du côté masculin et féminin. Les femmes peuvent avoir une réponse qu'on appelle polyorgasmique, c'est-à-dire elles peuvent avoir un orgasme et enchaîner plusieurs orgasmes à la suite, ce qui est extrêmement rare chez les hommes. Certains hommes peuvent avoir une réponse polyorgasmique, ils peuvent avoir une éjaculation qui va correspondre à l'orgasme, et ils peuvent avoir encore des sensations orgasmiques, mais ce qui est extrêmement rare. Alors que chez les femmes, les choses peuvent durer, se répéter plusieurs fois, et avec, après, et chez les hommes et chez les femmes, ce qu'on appelle une phase de résolution. C'est-à-dire une phase où, quelle que soit l'excitation qu'il y a, il n'y a plus aucune, quel que soit le contact physique, etc., le corps ne réagit plus. Le corps est comme si il avait eu sa dose, passez-moi l'expression, et ne réagit plus. Donc ça, c'est, on va dire, la normalité d'une réaction sexuelle. Et là aussi, ça va évoluer avec l'âge. En quoi ça va évoluer? L'élément le plus important, on va prendre le dernier. On va commencer par la fin. L'élément le plus important, c'est que la période réfractaire va être de plus en plus importante, et en particulier chez les hommes. C'est-à-dire qu'avant de nouveau de pouvoir avoir une excitation qui produit une érection qui va aller jusqu'à un orgasme, le temps va s'allonger d'une manière importante. Chez les femmes aussi, mais d'une manière moins importante. La sensation de l'orgasme va être aussi différente. Chez les hommes, ce qui fait la sensation de l'orgasme, donc il y a la contraction des muscles du périnée, mais il y a surtout le passage de l'éjaculat à travers l'urètre, qui est le tuyau qui évacue et l'urine et l'éjaculat. C'est cette dilatation qui va faire l'orgasme. Plus les gens vont vieillir, moins ils vont avoir un éjaculat avec un volume important. Donc les sensations orgasmiques vont être moins importantes sur le plan physiologique. Mais je vous dis bien, moins importantes sur le plan physiologique, mais sur le plan psychologique, là aussi, c'est la manière dont on ressent les choses, la manière dont on comprend ce qu'on est en train de vivre, qui va faire que l'on va être dans quelque chose où on va être bien dans l'orgasme qu'on peut avoir. Du côté féminin, là aussi, la réponse polyorgasmique va avoir tendance à diminuer, mais peut continuer jusqu'à la fin de l'existence. Et d'une manière importante, chez les femmes et chez les hommes aussi, le fait d'avoir un orgasme n'est pas forcément le but de l'acte sexuel. Beaucoup de couples, quand ils vieillissent, et quel que soit l'âge d'ailleurs du vieillissement du couple, favorisent ce moment de rencontre corporelle, favorisent ce moment de papotage corporel, plutôt que d'aller au but. Notre société a fait qu'on est dans une société de la performance. Il faut à tout prix que ça soit au top du top, alors que dans la réalité des faits, la sexualité au quotidien, il y a une chroniqueuse du Monde qui s'appelle Maya Mazurette, qui fait des chroniques autour de la sexualité qui sont extrêmement bien faites. Elle a un blog, Maya Mazurette, je le répète, qui parle d'une sexualité vanille. Sexualité vanille, c'est comme la boule de vanille qu'on va mettre avec n'importe quoi en fait. Donc elle dit, et je suis complètement d'accord avec elle, que les 3/4 du temps, la sexualité, c'est plus ou moins bien, c'est un peu mieux, c'est un peu moins bien. Mais il ne faut pas non plus penser que c'est toujours au top
et que ce top doit être atteint à chaque fois, comme si à la fin des compétitions de patinage sur glace, on sortait 1 point, 5 points, on n'est pas là-dedans. Hein. La sexualité, c'est d'abord une rencontre, c'est une rencontre avec son corps, c'est une rencontre avec l'autre, et c'est là-dedans que les choses vont se construire. Donc, autour de cette réponse sexuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir pour que la sexualité se passe bien? Donc, comme on l'a dit, du désir. Ça, je vous l'ai évoqué. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et avec cet élément essentiel que je vous ai déjà évoqué, c'est que pour désirer, il faut se sentir désirable. Et donc, j'insiste sur cette dimension de la désirabilité et comment on entretient sa désirabilité. Deuxième élément, voilà, c'est ce que je disais, pour désirer, il faut entretenir sa désirabilité. Deuxième élément, c'est une excitation. Et l'excitation, comme je vous l'ai évoqué, elle est à la fois physique, donc c'est le contact physique, les caresses, tout ce qui va être les dimensions physiques, mais c'est aussi mental. L'excitation, c'est aussi cette dimension éventuellement de la fantasmatique, mais pas forcément de la fantasmatique, c'est du plaisir que l'on a à échanger quelque chose avec l'autre. Et ça, c'est un élément, comme je vous dis, qui est un élément de plus en plus présent plus les couples vieillissent, puisque la dimension de la relation va passer avant, je vais dire normalement, le normalement ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas va être plus importante quand les couples vieillissent que la performance sexuelle chez les couples les plus jeunes. Et puis, bien sûr, il faut avoir une certaine sécurité. Et ça, c'est un élément important. C'est en quoi je suis dans une sécurité avec mon compagnon, ma compagne, et là aussi, que je sois dans un couple hétéro ou homosexuel, les choses sont très très comparables, et en quoi justement cet élément de sécurité va pouvoir me mettre dans un état de confiance, où dans cet état de confiance, je vais pouvoir me laisser aller, parce qu'un des éléments qui est l'élément le pire de la sexualité, c'est le contrôle. Si je suis en permanence sur le contrôle, c'est compliqué de ressentir les choses, c'est compliqué d'aller dans des sensations de son corps qui ne sont pas forcément des sensations qui sont les sensations habituelles. Donc cette idée, comme je viens de vous le dire, de la confiance où on peut se laisser aller, où on peut se laisser, je mets des guillemets, manipuler par son conjoint ou sa conjointe. Donc qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut aussi le regard d'un autre. Essentiel, ça, le regard d'un autre. C'est la manière dont je me sens regardé, la manière dont je me lis dans le regard de l'autre qui va faire que justement on va se sentir exister en tant que personne, en tant qu'être de séduction, et pas simplement dans une fonctionnalité de celui ou celle qui remplit un certain nombre de tâches ou ménagères ou fonctionnelles dans un environnement où l'on ne se sépare pas, et ça je vais vous en redire un mot après. Et puis bien sûr, il faut un certain regard sur soi. C'est la manière dont ce qu'on appelle l'estime de soi, comment se construit l'estime de soi, qui va faire que l'on va oser se montrer justement vis-à-vis de l'autre. Donc qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut des sensations. Et comme je vous ai dit, la question, c'est la question du plaisir. Et notre société a beaucoup mélangé plaisir et orgasme. On peut prendre beaucoup de plaisir sans forcément avoir un orgasme. Je ne dis pas qu'avoir un orgasme n'est pas quelque chose d'agréable, loin de là, mais en tout cas, la question du plaisir et des plaisirs que l'on va partager ensemble est une question essentielle. Donc ça veut dire qu'on a un corps qui est un corps sensible et un corps vivant, un corps avec qui on est en bonne camaraderie, si j'ose dire, et non pas un corps avec qui on lutte, avec qui on est dans quelque chose qui est complexe. Il faut avoir une fonctionnalité, bien sûr. La fonctionnalité, pour les hommes, c'est d'avoir une érection, mais pas forcément. Pas forcément. Pour nous, l'exemple le plus important, c'est chez des hommes, par exemple, jeunes, qui vont avoir des accidents qui vont faire qu'ils vont se retrouver paraplégiques, par exemple. On leur apprend dans quelque chose où ils n'auront plus d'érection à cause de leur paraplégie,
à avoir encore un corps qui est un corps sensible, quelque chose où ils ont du plaisir, et même des sensations d'orgasme. On peut avoir des sensations d'orgasme quand on a un corps qui est un corps qui a été traumatisé par un accident en particulier. Chez les jeunes, c'est les accidents de moto qu'on rencontre malheureusement assez fréquemment. Pour les femmes, une lubrification, c'est un élément important, sachant que s'il n'y a pas de lubrification et qu'il y a une pénétration, ça fait mal, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux, en sachant que maintenant, on a tout un tas de, soit des ovules, soit des crèmes, soit tout un tas de produits extrêmement efficaces et qui permettent d'avoir une lubrification sans problème. Et puis, comme je vous disais, la pénétration n'est pas une obligation, hein, on n'est pas là-dedans. Il faut avoir un imaginaire. Et ça, c'est important aussi, pour fantasmer, soit dans le présent de la relation, hein, de ce qu'on est en train de faire ensemble, soit ou amener d'autres images qui ne sont pas forcément les images de la relation du présent. C'est le principe d'un fantasme. Mais j'insiste, on peut avoir une sexualité épanouie sans avoir de fantasme. Et les fantasmes, on n'est pas obligé de les mettre en scène pour avoir une sexualité épanouie, parce qu'on sait que les fantasmes que l'on met en scène ont tendance justement à s'épuiser assez rapidement et qu'il y a cette obligation de re-rentrer dans d'autres fantasmes. Alors pour résumer tout ça, qu'est-ce que je vous dirais? Je dirais que pour désirer, il faut se sentir désirable. Ça, c'est la base essentielle. Il faut conserver une bonne image corporelle. Donc, en quoi on entretient une bonne image corporelle dans la mesure des accidents de l'existence, etc. Il faut avoir une estime de soi, et ça, c'est essentiel. C'est par rapport à cette estime de soi, par rapport à cette image de soi. Et comme vous le voyez sur la photo, là, ce qui est le plus important est comment vous vous voyez et pas ce que vous êtes. Mais c'est la manière dont on se perçoit qui va faire que l'on va être dans quelque chose où on va être en accord avec soi dans cette estime de soi. Alors, pour être dans un corps sexué, je reprends les choses d'une manière un peu différente, mais je commence à relier un peu les choses que je vous ai dit. Donc il faut réapprendre de nouvelles sensations agréables. Pourquoi je dis qu'il faut réapprendre de nouvelles sensations agréables? Parce que justement, le corps a changé. Et le corps de quelqu'un de 80 ans n'étant pas le corps de quelqu'un de 40 ans, il faut vraiment qu'il y ait un réapprentissage. Avec mes collègues canadiens, on réfléchit beaucoup et c'est en train d'être quasiment terminé sur une forme de manuel d'éducation sexuelle à l'usage des seniors pour réapprendre justement quelque chose au niveau de son corps. Deuxième élément, c'est qu'il va falloir discriminer le normal du pathologique. Ça, c'est un élément important. On voit par exemple un certain nombre d'hommes ou de femmes, mais plus souvent des hommes, qui vont arrêter la sexualité parce qu'ils ont fait un infarctus. Ils ont fait un infarctus et quand on a une relation sexuelle, on a un rythme cardiaque qui va monter en gros à 120 battements par minute. C'est physiologique. Et on a un certain nombre d'hommes qui vont être dans un évitement de la sexualité parce qu'en étant à 120 battements par minute, ils ont peur de se péter une coronaire, alors que là aussi, si les choses sont bien suivies, accompagnées par un cardiologue, etc., il n'y a aucune raison. Vous verrez, en fait, la réalité de l'effort physique pendant un acte sexuel, c'est minime, extrêmement minime. Discriminer le normal du pathologique, c'est aussi pouvoir adapter des positions qui peuvent être différentes. Lorsqu'on a eu des opérations, lorsque, en particulier des prothèses de hanche, j'ai eu plusieurs fois des femmes qui sont venues me voir avec des inquiétudes sur le fait que justement, dans une pénétration où il fallait qu'elles écartent les jambes, elles avaient peur de luxer leurs prothèses, ce qui n'est jamais le cas. On ne luxe pas ses prothèses en écartant les jambes, on luxe ses prothèses en croisant les jambes. On est à l'opposé. Et donc de créer de nouvelles références par rapport à son corps. Et donc il va falloir se souvenir que cette diminution des sensations corporelles, dans l'évolution physiologique, il y a une diminution des 5 sens, une évolution des 5 sens, avec une diminution de leur réceptivité à des niveaux qui sont différents. Donc la diminution des sensations corporelles, ça va nécessiter une augmentation de la stimulation physique et ou psychique, et ce qui veut dire une participation plus active.
Et j'insiste, hein, c'est de la stimulation physique et ou psychique. On n'est pas simplement dans la stimulation physique. La stimulation psychique, ça passe aussi par la question des préliminaires, etc., tout ce qu'on a vu avant. Qu'il va falloir plus de temps pour l'acte sexuel et plus de temps entre chaque acte. L'avantage de cette tranche d'âge-là, c'est que normalement, on n'a pas des contraintes horaires qui sont les contraintes des tranches d'âge actifs, où normalement, il y a et le travail, les enfants, etc. Donc, les plages pour la sexualité sont parfois extrêmement réduites. Donc là, il y a quelque chose qui permet justement de prendre plus de temps et là aussi de varier les moments, hein, parce qu'on va voir que la routine est un élément extrêmement délétère et de peut-être sortir de la routine dans laquelle on a pu s'installer. Donc, on est dans une participation plus active, on est dans quelque chose où on prend plus de temps pour l'acte sexuel, il y a souvent plus de temps entre chaque acte sexuel. Et que, dernier élément, je me disais, il manque quelque chose, et avec un élément qui est important, c'est la peur de ne pas tenir chez l'homme, hein, la peur par rapport à l'érection, et la peur de la douleur chez la femme. Donc, on actualise sa relation conjugale. La base de la satisfaction conjugale dans les couples vieillissants, la base de la satisfaction sexuelle dans les couples vieillissants, c'est la satisfaction conjugale. Donc c'est en quoi on entretient sa satisfaction conjugale, donc en quoi on entretient son couple pour que la sexualité se passe bien dans son couple. Deuxième élément, c'est actualiser la relation à son corps, je vous l'ai évoqué depuis le début de ce que je vous présente. Le déclenchement de la sexualité, c'est un élément important hein, dans cet univers de la retraite où tout peut être semblable. Comment vont s'installer les temps pour la sexualité? Un des éléments les plus délétères de la retraite, et pas qu'autour de la sexualité, c'est tous ces couples qui font tout toujours ensemble. Pour certains couples, c'est quelque chose qui est fonctionnel, hein, pourquoi pas, mais d'une manière globale, c'est quand même quelque chose qui a un effet plutôt négatif. Il faut savoir se séparer, c'est-à-dire faire des activités différentes, c'est partager des choses avec d'autres, je ne parle pas forcément de sexualité, mais en tout cas partager des choses avec d'autres pour pouvoir ramener de l'information, pour pouvoir garder cette dynamique où on est dans de la présence et de l'absence qui vont faire la création du désir. La création du désir, c'est aussi l'absence. Le fait que l'autre ne soit pas là, c'est un élément de création du désir. Deuxième élément, c'est cette place du romantisme, avec cette dimension justement de la séduction qui reste un élément, et quand je dis qui reste, il ne faudrait pas dire qui reste, c'est un élément qui est de plus en plus moteur dans la construction de la sexualité sur les couples vieillissants. Et avec, comme je venais évoquer juste à l'instant, ce que j'ai appelé les vacances conjugales, qui sont un élément essentiel par rapport à la sexualité. Bon. Ces éléments, justement, tous ces éléments que je vous ai évoqués, donc avec cette satisfaction conjugale, eh ben, c'est vraiment la base d'une sexualité épanouie. Mais il y a des freins à ça, donc il faut connaître les freins aussi. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme frein? Premier frein, c'est toute la question justement de la monotonie et de la routine. Et quand il y a de la monotonie et de la routine, on se rend compte que tout ce qui est les préliminaires sont souvent complètement bâclés. C'est quelque chose où, voilà, comme s'il fallait que tout le monde soit prêt en permanence, femmes et hommes, hein, les choses dans les deux sens. Donc la question de la construction des préliminaires et des préliminaires qui amènent peut-être à des surprises sont un élément extrêmement important. Et puis, si chacun sait que le sexe, c'est le dimanche soir, après avoir regardé le film, après avoir fait pisser le chien, dans le lit, dans la position du missionnaire, et que ça dure 8 minutes 30, 8 minutes 30, ça fait beaucoup pour un acte sexuel moyen. L'acte sexuel moyen, c'est 7 minutes en gros. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à varier dans la manière dont on aborde la sexualité. Deuxième élément, c'est tout ce qui est l'anxiété de performance. Hein. Chez l'homme, du côté de sa virilité, beaucoup d'hommes, c'est « je bande, donc je suis un homme ». La virilité ne fait pas la masculinité, mais en tout cas, c'est très présent dans la tête des hommes. Et chez les femmes, eh ben, c'est l'idée qu'elles doivent demeurer à tout jamais jeunes d'apparence et sexuellement attirantes. Donc là aussi, qui est une forme d'angoisse
d'anxiété de performance, qui veut dire que là aussi le vieillissement n'a pas été accompagné. Après, il y a toutes les dimensions sociales de la sexualité. Le fameux syndrome du nid vide, alors qui se produit souvent un peu plus tôt. Le syndrome du nid vide, c'est autour de la cinquantaine, c'est quand les enfants quittent le foyer conjugal, où il y a des couples qui ont très bien fonctionné en tant qu'un couple parental, mais qui n'ont pas entretenu leur conjugalité, et qui se retrouvent d'un seul coup en tête à tête, en se demandant, en bugne à bugne, comme on dirait à Lyon, en se demandant ce qu'ils font ensemble. Il y a un paramètre qui est un paramètre important, c'est que très souvent, les enfants font eux-mêmes des enfants et mettent leurs parents en situation grand-parentale, ce qui fait que ça va décaler de nouveau cette crise et faire que nous, on les voit arriver en consultation à 80 ans. Il y a de plus en plus de consultations de couples âgés et de couples très âgés, parce qu'on a à la fois des couples qui ont une très courte longévité et des couples avec une très grande longévité, et avec cette idée, mais qu'est-ce qu'on fait encore ensemble, quoi. Voilà, c'est un élément important. Puis bien sûr, la retraite, je vous ai dit, c'est un choc important, il va falloir se repositionner. Le décès du conjoint. Les veufs et les veuves ont beaucoup plus de difficultés à se remettre dans une vie conjugale que ceux qui se séparent. Il y a une forme de fidélité post-mortem qui est extrêmement importante. Et quand il y a la reconstruction d'une vie conjugale, il y a très souvent la question du fantôme de l'autre qui est encore présent et qui peut être complexe. Et puis l'arrivée en institution, l'arrivée en EHPAD peut être aussi un problème important. Après, il y a toutes les questions des mythes. La sexualité, c'est que des mythes. Chacun a des représentations de la sexualité qui sont très souvent éloignées par rapport à la réalité de ce que c'est. Comme je vous disais, c'est plus dans une vision de la pub qui est portée soit par les magazines féminins et d'une manière encore plus abominable par les films porno, où tout le monde est prêt, tout le monde est consentant, tout le monde, ce qui ne ressemble pas du tout à la vraie vie. Donc c'est comment on va sortir de ces mythes. Et puis chez les couples âgés, c'est les relations avec les proches, et en particulier avec les enfants dans ces couples recomposés. Les pires censeurs de la sexualité des parents, ce sont les enfants dans cette tranche d'âge-là. Et encore pire quand les gens sont en institution, sont dans un EHPAD vivent dans un EHPAD et rencontrent de nouveau quelqu'un. Et là, il y a quelque chose qui est souvent très très compliqué pour les enfants, dans quelque chose où ils se sentent abandonnés et où ils vont faire des barrages importants par rapport à leurs parents. Et puis, bien sûr, il peut y avoir cette dimension de lassitude sexuelle avec... voilà, c'est fait, ça, j'en ai plus envie, c'est une forme de vide émotionnel, une vision négative de sa propre sexualité, parce que, justement, la sexualité n'a pas été entretenue comme quelque chose de vivant. Et on va terminer avec quelques éléments autour du lien avec sexualité et santé. Et en quoi, ou non, la sexualité peut participer à la santé, alors avec des choses qui sont parfois un peu anecdotiques pour certains, mais pour d'autres qui ne sont pas du tout anecdotiques. Je voulais commencer par cette idée que la sexualité, c'est dangereux, avec l'idée, vous savez, de mort subite pendant un rapport sexuel. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple du président de la République, Félix Faure, et de sa maîtresse, Marguerite Stenheil. Félix Faure était au palais de l'Élysée avec sa maîtresse qui était en train de lui faire une fellation et il a fait un infarctus au moment de cette fellation. Marguerite Stenheil est allée chercher je ne sais pas comment on appelle ça, on va dire le garde du corps, mais ce n'était pas le garde du corps, ce n'est pas le terme que je cherche, pour dire, voilà, le président a eu un malaise, donc ils sont allés chercher le médecin de l'Élysée, avec une anecdote amusante, c'est que le médecin de l'Élysée, arrivant et demandant à celui qui avait découvert le président de la République, est-ce que le président de la République a toujours sa connaissance ? Et lui, de lui répondre, non, elle est sortie par la porte de derrière. Il avait confondu le terme de connaissance entre garder sa connaissance et avoir sa maîtresse. Et donc, Félix Faure est mort, et le lendemain de sa mort, quoi, du moment où ça s'est ébruité assez rapidement,
sa maîtresse a été appelée la pompe funèbre. Vous voyez, c'était très très sympathique vis-à-vis d'elle. Et d'autres journaux ont dit il se voulait César, il a fini pompé, ce qui était aussi sympathique. Donc en tout cas, le fait de mourir pendant un acte sexuel, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Vous voyez les paramètres qui l'accompagnent. C'est 0,6% des morts subites, et avec un rôle du psychisme qui n'est pas négligeable, car ce sont généralement des hommes qui sont dans un milieu inhabituel, qui sont dans un hôtel, après un repas copieux et bien arrosé, avec une femme nettement plus jeune, dans une relation sexuelle extra-conjugale. Donc les facteurs de risque, ce sont les relations sexuelles extra-conjugales avec une femme plus jeune, dans un environnement qui n'est pas son environnement habituel. Alors, est-ce que ça peut être bénéfique pour la santé ? Alors là aussi, hein, c'est pour vous donner des chiffres, mais ce n'est pas pour imposer des normes. Hein. Ben, il y a eu des travaux, en particulier l'équipe de Beaver, que je cite, qui a montré que les hommes qui ont un nombre d'orgasmes important, ils disent 2 fois par semaine au moins, avaient un risque de mort à moitié moindre que ceux qui n'avaient pas une fréquence orgasmique, qui avaient une fréquence orgasmique inférieure à 1 fois par mois. Pourquoi ? Parce que justement, c'est une forme d'activité physique comme une autre, même si je vous dis, on va le voir, ce n'est pas une activité physique énorme. Et ceux qui éjaculent 5 fois par semaine, que ce soit par un rapport sexuel ou par masturbation, voient le risque de cancer de la prostate, j'aurais dû le marquer, diminuer d'1 tiers par rapport à ceux dont la moyenne sont de 4 à 7 rapports par mois. Là, honnêtement, on est sur des chiffres extrêmement importants. Hein, soyons réalistes, sans vouloir donner des normes, mais on est vraiment très au-dessus des chiffres du nombre de rapports sexuels moyens de la population française, même tout âge confondu. Donc la sexualité pour les femmes, les femmes, il y a une activité sexuelle environ 1 fois par semaine avec un niveau d'œstrogène plus élevé que celles qui étaient sexuellement peu actives. Alors en quoi c'est intéressant ? Parce que l'œstrogène, c'est tout ce qui donne ce qu'on appelle la trophicité, la tonicité en fait au niveau de la peau en particulier. Donc avec une peau qui est moins ridée, qui est plus souple, etc. Donc au moment de la ménopause, les femmes ayant une activité sexuelle régulière subissent moins les effets de cette dernière, ce qu'on appelle en particulier le flush, c'est-à-dire les bouffées de chaleur. Et pour les plus âgés, une sexualité régulière permettrait le maintien de la tonicité des muscles du périnée et donc favoriserait la prévention de l'incontinence. Donc c'est un élément qui est un élément aussi, là par contre, qui est bien étudié, qui est un élément intéressant. On va arriver vers la fin. Donc la sexualité, toujours est-elle bénéfique pour la santé ? Ça provoque la sécrétion et d'endorphines et d'ocytocine. Donc la première, c'est une morphine naturelle qui joue divers rôles dans le contrôle de la douleur. Celle aussi dans la contraction des intestins, ça diminue le stress. Vous savez, les endorphines, c'est ce que cherchent les marathoniens quand ils arrivent à la moitié du marathon. Puis l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement qui normalement est sécrétée pendant la grossesse, mais on sait que c'est sécrété aussi au moment des orgasmes et que ça favoriserait le lien et l'attachement amoureux entre les conjoints. Est-ce que c'est bénéfique pour la santé ? Ça soulage la douleur chronique, et en particulier chez la femme. Donc, je le dis avec un peu d'humour, mais à peine. Donc, faire l'amour ne procure pas des maux de tête, au contraire, puisqu'on sait que ça a un effet sur la douleur, mais en particulier, pour être honnête, sur les douleurs articulaires. Après, l'effort physique correspondant à un acte sexuel, il est faible. Hein. Donc on considère qu'un acte sexuel avec le ou la partenaire habituel correspond à monter 2 étages. Donc ça a un corollaire important, c'est que toute personne qui est capable de monter 2 étages sans mourir en arrivant en haut des 2 étages est capable d'avoir une sexualité. Par contre, même s'il est faible, il participe à l'entretien de l'organisme et ce n'est pas négligeable. Donc, la sexualité à tout âge, ça n'inclut pas que la génitalité, ça inclut que la génitalité, mais ça ne se réduit pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que la sexualité, ce n'est pas forcément uniquement mais qu'un truc dans un machin, hein, on est d'accord. C'est tout le côté des activités justement sensuelles, des expressions affectives, de l'acceptation de soi et de l'autre, comme justement étant des êtres sexués, la sensibilité tactile, donc du toucher affectueux, des caresses, de toutes les marques de tendresse verbale et non verbale, tout ça
ça fait la sexualité. Notre société a eu tendance à résumer la sexualité à la génitalité. Et je terminerai par 2 citations. La première, elle est d'Ingmar Bergman, le cinéaste, qui dit « La vieillesse est comparable à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez, plus vous êtes fatigué et hors d'haleine, mais combien votre vision est élargie. » J'aime beaucoup cette citation. Et la deuxième concerne beaucoup plus le sujet, et vous allez voir, mais je l'adore. C'est une citation de Paul Léotot qui dit « Qui fait l'amour toujours peut baiser l'éternité ». Et ça, j'adore cette citation. Et quelques ouvrages auxquels soit que j'ai écrit ou auxquels j'ai participé autour de ce sujet. Et je vous présente mon ami H. Canonix. Donc H. Canonix, si vous cherchez le prénom de sa compagne, vous ne le trouverez pas dans aucun album d'Astérix, parce qu'on pense que c'est un fantasme dans la manière où Goscinny et Uderzo l'ont créé. Je vous remercie. Entretenir une érection satisfaisante durant le rapport sexuel pour aboutir au coït à chaque rapport. Alors, 2 éléments. D'abord, la question du coït à chaque rapport, comme je le disais, si on se met ça comme enjeu, on se met en difficulté. Et ça, quel que soit l'âge, parce que le fait de ne pas avoir une érection qui permette une pénétration, ce n'est pas simplement lié à l'âge. Ça existe à tous les âges. Plus on va vieillir, plus la fréquence va augmenter. Mais comme je vous dis, si on est dans cette idée de la performance, on se met soi-même en difficulté. Premier élément. Deuxième élément, c'est par rapport aux positions. Il y a des positions qui, et ça varie d'un couple à l'autre, il y a des positions où donc la zone la plus sensible, ça c'est un sexe d'homme, là on est en haut, là on est en dessous, donc la zone la plus sensible c'est la zone du frein, hein, qui est juste après le gland. Donc la question c'est, dans la pénétration, quelle est la zone qui va être le plus stimulée par rapport à la position qu'on peut avoir. Et donc ça dépend des anatomies, on va dire, de l'homme et de la femme. Donc c'est trouver la position où il y a le plus de sensations, en particulier au niveau de la pénétration. Mais j'insiste, si on se met cette idée de « il faut que ça marche à tous les coups », là on se met en danger. Après, si vraiment c'est quelque chose qui est essentiel, eh il faut aller en parler avec son médecin. Il y a maintenant des traitements qui sont extrêmement efficaces, qu'on appelle les IPDE5. Le Viagra est le plus connu, le Cialis en est un autre. Maintenant, ils sont plus génériqués, donc ils sont à des tarifs qui sont plus du tout ceux qu'ils étaient avant. Donc ils sont des aides à l'érection qui permettent que ça fonctionne, non pas systématiquement, parce que le premier organe sexuel c'est la tête, mais en tout cas que ça aide à fonctionner d'une manière où la peur que ça ne fonctionne pas diminue. Et j'ai justement une deuxième question en rapport avec votre réponse. Y a-t-il une alternative au Viagra ou autre substance chimique ? Le cerveau. C'est-à-dire en quoi on va jouer ensemble. Hein, voilà. Et puis il y a une autre alternative, mais qui est une alternative là aussi médicale, qui sont les injections qu'on utilise en particulier qui peuvent être utilisées en particulier après des opérations de cancer de la prostate, où on injecte au niveau du sexe un certain nombre de produits qui permettent d'avoir des érections et qui sont souvent utilisés dans une période pour se rééduquer en fait avant de pouvoir s'en passer. Donc c'en est terminé pour les questions. Merci Monsieur Rib pour vos réponses. Merci à vous toutes et tous. Bonne journée.